Interview éco, macroéconomie, marché. On va évoquer tous ces sujets avec notre invité aujourd'hui par visioconférence, mais nous sommes quand même heureux de vous recevoir. Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Aude, vous allez bien? Très bien, et vous? Je rappelle que vous êtes président du cabinet de conseil, du cabinet AC Défi, et vous avez écrit ce livre aussi, Reset, quel nouveau monde pour demain, aux éditions Bouquelis. Justement, on va s'intéresser à ces prévisions 2021. On commence avec cet écart de croissance entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe. C'est une chose certaine aujourd'hui. À combien le mesurez-vous? Est-ce que ça veut dire que c'est aussi un déclin de l'Europe qui n'est pas rattrapable? Alors voilà, c'est tout le grand problème malheureusement, c'est que nous avons aujourd'hui une situation où nous avons bien une reprise mondiale. L'année dernière, je rappelle que le PIB mondial avait baissé de l'ordre de 4%. Cette année pour 2021, donc c'est évidemment une récession historique. Donc cette année pour 2021, on s'attend à une croissance de l'ordre de 5% du PIB mondial hors inflation. Donc c'est évidemment une bonne performance. Le problème, c'est comment se répartit cette performance. Évidemment toujours loin devant l'Asie, notamment effectivement la Chine avec à peu près 8,5% de croissance, l'Inde la talonne avec 7% de croissance, et puis également les États-Unis, on serait sur une croissance de l'ordre de 3 à 4% outre-Atlantique, et bien sûr on attendait l'Europe. Alors je vous rappelle que l'Europe a été sur une très forte récession l'an passé, la France par exemple moins 8,2% de baisse de son PIB, donc c'est une des plus mauvaises performances mondiales. Et pour 2021, effectivement, on pouvait s'attendre à un redémarrage, et malheureusement, ça traîne des pieds, c'est-à-dire que avec les retards sur la vaccination, les nouveaux reconfinements et ainsi de suite, on n'arrive plus à s'en sortir. Nous avons un risque d'avoir une reprise, certes, mais une croissance très très molle en fait. Plus on mettra du temps à sortir effectivement de cette léthargie, donc pandémique bien sûr, mais également économique, plus évidemment la croissance sera faible cette année. Donc on peut tabler sur, par exemple pour la France, plutôt autour des 3% de croissance. Donc c'est vrai que c'est bien, mais après avoir fait moins 8,2, ça reste malheureusement une mauvaise performance. Plus 3%, le FMI a révisé il y a 2 jours la prévision à plus 5,8%. Donc qu'est-ce qui va se passer selon vous? Pourquoi on va arriver à 3% en 2021? Je pense que malheureusement le FMI n'avait pas intégré, le FMI met du temps à faire ses prévisions, donc il n'avait pas intégré le reconfinement de la fin du mois de mars. Il faut savoir que à chaque fois qu'on fait un reconfinement comme ça coûte à peu près 20 milliards d'euros par mois dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si tout va bien. Donc on a le problème aujourd'hui que l'industrie effectivement au niveau mondial redémarre, donc aussi en France l'industrie est en train de redémarrer, et comme la France malheureusement est avant tout une économie de services, c'est très bien les services, mais il faut également une industrie. Et c'est les services qui peinent aujourd'hui le plus avec, bien entendu, ce confinement. Il n'en finit plus. Et donc, c'est ce qui fait que malheureusement, la France aura du retard. Donc, le FMI n'avait pas intégré dans ses prévisions, c'est comme les indicateurs des directeurs d'achat qui ont été publiés hier, ils n'intégraient pas encore, malheureusement, ce reconfinement. Et donc, alors bien sûr, si, comme l'a dit notre président, on ressort, on réouvre les terrasses des restaurants, entre guillemets, le 15 mai, on s'en sortira. Mais si c'est pas le cas, évidemment, il y aura en plus une déception. Et puis, surtout, le vrai problème, c'est que le FMI, mais comme beaucoup d'ailleurs, nous disent, finalement, on va rester sur une situation où les taux d'intérêt ne vont pas bouger, les taux d'intérêt des obligations d'État vont rester extrêmement bas. Et ça, malheureusement, il faut bien comprendre que dès qu'on va enlever la perfusion, dès qu'on va, espérons-le, sortir de la pandémie, les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter. Donc, on n'aura plus cet opium, si vous voulez, cet artifice de la Banque Centrale Européenne qui permet de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, c'est ça le problème, c'est que dès qu'on va redémarrer, les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter, ce qui va limiter la reprise. Parallèlement, autre élément très important, c'est l'inflation. C'est vrai que du fait de cette reprise mondiale, nous avons effectivement une inflation qui est en train d'augmenter à cause des prix des matières premières. Et ça aussi, ça peut malheureusement limiter notre reprise. Alors l'inflation, oui, c'est le sujet des boursiers. En ce moment, on l'a vu hier aussi avec la publication des minutes de la Fed où tout est surveillé, tout est scruté, et notamment aussi l'évolution des taux longs. Mais est-ce que cette peur de la hausse des prix, elle est visible dans l'économie réelle, du côté des entreprises, du côté des ménages? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épargne. Donc ça. Alors tout à fait. C'est effectivement en train d'arriver. N'oublions pas que l'inflation, alors c'est bon pour ceux qui sont surendettés, ça réduit un petit peu leur dette réelle, entre guillemets, mais par contre pour ceux qui ont de l'épargne, évidemment, c'est pas forcément positif. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il y a 2 types d'inflation. Vous savez, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne inflation et la mauvaise inflation. Alors la bonne inflation, c'est quand effectivement
elle est liée à la demande. Ça veut dire qu'il y a une demande forte, il y a une croissance forte, le plein emploi est là, donc le taux de chômage baisse, les salaires augmentent. Là, tout va bien. L'inflation, à la rigueur, elle est normale et on peut la digérer. Par contre, il y a la deuxième inflation, la mauvaise inflation, donc celle qui est générée lorsqu'on a une hausse des prix des matières premières. Et là, c'est un choc exogène qui n'est pas du tout lié à la demande. Et c'est là où on a le problème aujourd'hui du retard de la reprise en Europe, c'est que l'augmentation de l'inflation, elle est liée à l'augmentation des prix des matières premières. Par exemple, l'indice CRB des matières premières, qui est toutes les matières premières confondues, a augmenté de 65% depuis un an, depuis le plus bas de l'année dernière. Donc c'est quand même une augmentation très sensible. Et j'ai fait la projection entre l'augmentation des prix, donc des matières premières, et l'inflation française, par exemple. On devrait atteindre 3% d'inflation dans les prochains mois. Vous allez me dire 3%, c'est pas dramatique, c'est sûr. C'est pas de l'hyperinflation. Oui, mais comme malheureusement on a une croissance faible et que le chômage reste élevé, que les salaires n'augmentent pas, eh bien les prix vont plus augmenter que les revenus. Et donc, c'est à partir de là que cette inflation va être mauvaise et va ralentir la croissance. Donc, je ne crois pas à l'hyperinflation à 10%, bien sûr, mais quand même, avec une inflation de 3%, comme on a des salaires qui augmentent de 0, eh ben, mécaniquement, malheureusement, ça casse la croissance. Mais surtout, vous l'avez bien dit, hein, la clé, c'est les taux d'intérêt des obligations. C'est-à-dire les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est les taux d'intérêt monétaires à court terme. Donc là, on est à 0%, ça ne va pas bouger, auxquels on va ajouter des primes de risque. Et notamment des primes de risque liées à l'inflation. Lorsque l'inflation augmente, les taux d'intérêt à long terme des obligations d'État augmentent. D'autant qu'on a une dette publique qui est sur des sommets historiques, qui va bientôt atteindre 125 voire 130% du PIB en France. Donc là aussi, la prime de risque sur la dette publique va aussi augmenter en France et dans toute l'Europe d'ailleurs. On l'a vu, c'est déjà le cas aux États-Unis. Donc là aussi, ça va ralentir l'octroi crédit, ça va faire dégonfler également, par exemple, la bulle immobilière, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on risque d'avoir des difficultés justement sur la reprise. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, bien sûr, on a envie de cette reprise, on a envie de sortir de cette pandémie qui dure depuis plus d'un an et on voit la mauvaise gestion qui malheureusement a été faite. Mais il faut bien prendre conscience que à la sortie effectivement de cette crise, on l'espère le plus vite possible, il y aura une remontée des taux longs, il y aura une remontée de l'inflation qui va malheureusement limiter la croissance, notamment pour la France. Mais une remontée des taux longs, ça veut dire aussi une sortie des taux négatifs. C'est ce que vous voyez d'ailleurs dans vos prévisions pour l'Allemagne d'ici quelques mois, d'ici 6 mois. Est-ce que ça veut dire quand même un retour à la normale et une bonne chose et finalement un reset, hein, comme vous le dites dans votre livre ? Exactement, tout à fait. C'est le but. Hein. C'est le but de cette crise pour moi, c'est qu'il faut faire un reset. C'est-à-dire globalement, on appuie sur le bouton. Le monde ne marchait pas très bien. Il y avait beaucoup trop de bulles. Il y avait trop de puissance des GAFAM, par exemple, trop de puissance de la Chine. Donc vraiment, il faut appuyer sur le reset et ça redémarre mieux. Là, le problème, c'est que pour l'instant, on a appuyé sur le bouton reset, mais c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de bulles, notamment obligataires ou boursières qu'avant. La Chine est encore plus forte qu'avant. Par exemple, au mois de février, la Chine a dégagé un excédent commercial de 103 milliards de dollars. 12 mois, ça fait 650 milliards de dollars d'excédent. C'est du jamais vu. C'est historique. Et donc, on comprend bien ici que malheureusement, pour l'instant, on n'a rien compris. C'est-à-dire que la pandémie vient de Chine, mais elle est encore plus forte qu'avant la pandémie. Donc ça, c'est un vrai problème qui va devoir gérer. Et parallèlement, comme vous l'avez bien escompté, il y a ce problème de la remontée des taux parce qu'on est sur une bulle obligataire. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est vrai que la pandémie, on ne l'a pas vu sur les marchés boursiers ou les marchés obligataires parce qu'on a eu les banques centrales qui ont injecté des liquidités. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où elles vont ralentir leur planche à billets, ça peut être dangereux. Et c'est là, vous avez une date très importante dans moins de 6 mois maintenant. En septembre 2021, nous avons les élections législatives en Allemagne. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est Mme Merkel qui a sauvé la zone euro, qui a sauvé effectivement situation parce qu'elle a finalement permis à la Banque centrale européenne de maintenir la planche à billets. Le problème, c'est qu'en Allemagne, on a la Cour constitutionnelle qui a dit, il y a déjà un peu plus d'un an, bientôt un an du moins, que ce que faisait la BCE, c'est-à-dire la planche à billets de la Banque centrale européenne, n'était pas conforme à la Constitution allemande. Donc Mme Merkel a dit non, mais attendez, on va passer outre, on va quand même y aller. Sauf qu'à partir de septembre 2021, Mme Merkel ne sera plus là pour mettre son poids dans la balance et pour sauver la zone. Donc son remplaçant ou sa remplaçante n'aura pas les coups des franges pour faire la même chose. Donc c'est là où malheureusement on risque de retrouver cette BCE qui va être moins accommodante et donc parallèlement les taux d'intérêt sur l'État qui vont encore plus augmenter. Donc ça c'est vraiment le
danger principal de 2021, c'est-à-dire la remontée des taux d'intérêt obligataires. Là, si vous voulez, on est sous perfusion, on est sous morphine, enfin ce que vous voulez. Dès qu'on enlève la perfusion, alors là, c'est là où on voit la réalité. Vous savez que c'est comme dans un tsunami, c'est quand la mer se retire qu'on voit l'ampleur des dégâts. Ben là, c'est pareil. Une fois qu'on va arrêter, espérons bientôt la pandémie, que la planche à billets va se retirer également, alors là, on va voir la réalité des dégâts, et notamment cette dette publique est énorme, et la remontée des taux d'intérêt sera inévitable. Oui, mais pour l'instant, la relance budgétaire aussi prend le relais. C'est pharaonique aux États-Unis. On l'a encore vu la semaine dernière avec ce plan sur les infrastructures à plus de 2000 milliards de dollars. Alors qu'en Europe, ça met du temps à être déboursé. Ce ne sera pas déboursé en France avant juillet. Et donc, en plus, avec ces difficultés, comment peut s'en sortir l'Europe sans cette relance budgétaire qui peine à venir ? Alors c'est vrai que c'est un vrai problème. Je faisais une chronique sur ma chaîne YouTube la semaine dernière justement pour parler de ça. Je pense que malheureusement, moi je suis un défenseur de l'euro bien sûr, mais il faut être honnête, la zone euro aujourd'hui est en danger. L'Europe est en danger parce que justement, on l'a vu dans cette gestion des vaccins qui n'arrivent toujours pas d'ailleurs. On se demande quand est-ce qu'ils vont arriver. Et puis on a par exemple ce plan de relance budgétaire qui n'arrive toujours pas, qui était une vraie réforme si vous voulez. On avait une sorte de budget fédéral. C'était formidable sur le papier, mais comme d'habitude, on est très bon sur le papier, dans les paroles, puis dans les actes. Là, on est beaucoup moins bon. Et ça, c'est le problème, effectivement, de l'Europe qui a été incapable, justement. Pourquoi a-t-on créé la zone euro? C'est pour, bien sûr, concurrencer le dollar. Ça, on n'y arrive toujours pas. Mais c'est également, justement, pour faire face à des crises comme cette pandémie. Normalement, la zone euro aurait dû être la plus forte face à cette pandémie. On aurait dû être les premiers à avoir un vaccin. On aurait dû être les premiers à gérer cette pandémie. Et finalement, on est les derniers. C'est vrai que, encore une fois, même si on est européen convaincu, on doit se dire, il faut arrêter ce fonctionnement. Il faut qu'on change ce fonctionnement ultra bureaucratique, ce fonctionnement dogmatique. Sinon, il faut dire la vérité, la zone euro, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne pourra pas continuer de vivre comme ça éternellement. Il y aura malheureusement des risques d'éclatement. Donc, il faut absolument éviter ça. Parce que souvent, on me dit, oui, bon, le Frexit, c'est très comme le Brexit, tout va bien se passer. Ça n'a rien à voir. Les Anglais n'ont pas changé avec le Brexit. Nous, si on a le Frexit, on va devoir reprendre le franc. Et c'est clair que si la Banque de France fait la planche à billets comme la BCE par exemple, autant aujourd'hui il n'y a pas eu trop d'inflation parce qu'il y a une demande mondiale d'euros, si demain on reprend le franc, je ne crois pas qu'il y aura une demande mondiale de francs. Peut-être de francs suisses, mais pas de francs français. Vous voyez, donc c'est là le vrai danger. C'est-à-dire que, attention, aujourd'hui on joue avec le feu et c'est vrai que ces retards sur la vaccination, sur maintenant le plan de relance, ne sont pas de nature à améliorer l'image effectivement de l'Union européenne et parallèlement de la zone euro. Donc c'est vrai que la BCE a sauvé, clairement, la zone euro a sauvé la France grâce à sa planche à billets. Mais si demain, encore une fois, on n'a plus cette BCE, alors là, ça sera extrêmement douloureux. Donc il faut tout faire pour sauver cette zone euro, sinon ça sera encore pire. Mais je dois être honnête, il faut être honnête aujourd'hui, la zone euro est effectivement en danger de par ses erreurs stratégiques depuis déjà des années, et malheureusement ça continue aujourd'hui. Nous sommes la lanterne rouge de la croissance mondiale, on est même derrière les Japonais, donc ça c'est effectivement extrêmement dangereux. Oui, c'est peut-être ça le reset, la fin de la zone euro. En tout cas, merci Marc Toiti. J'espère pas quand même. Oui, de nous avoir avertis, d'avoir été notre invité. On retrouve votre livre Reset, quel nouveau monde pour demain, édition Bouquelis, pour nous expliquer, tenter de comprendre ce nouveau monde et tenter de le sauver aussi. Merci beaucoup et à bientôt Marc Toiti.